Dans cette seconde vidéo, nous allons chercher à comprendre comment le carnet d'ordre fonctionne et comment il évolue. Quand nous avons ouvert la plateforme de trading CQG, vous avez remarqué que le CO est en perpétuel mouvement. Des acheteurs et des vendeurs entrent et sortent constamment sur le marché. C'est cette mécanique de flux qui participe à la formation du prix. De cette mécanique se forme également le coût du spread. Vous avez peut-être l'habitude de voir des graphiques boursiers. Les prix montent et descendent. Mais n'oubliez jamais que le graphique n'est qu'une conséquence du combat offre-demande sur le prix, une façon d'afficher visuellement cette conséquence. Elle ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait eu lieu le combat acheteur contre vendeur. Le lieu de ce combat est le carnet d'ordre. Nous avons vu dans la première vidéo qu'il affiche les forces en présence. Nous allons maintenant nous intéresser au déroulement du combat. Nous allons chercher à comprendre comment se forme le prix, pourquoi le marché monte et pourquoi il baisse. Laissons ici de côté les considérations économiques ou techniques pour regarder uniquement la mécanique du carnet d'ordre. Nous allons l'illustrer comme un champ de bataille où acheteurs et vendeurs se livrent un combat incessant pour influer sur le prix. Sur ce champ de bataille, il y a deux camps. Ils vont pousser les prix dans un sens ou dans un autre. Les acheteurs se dirigent vers le nord et les vendeurs vers le sud. Chaque niveau de prix étant une bataille à gagner. Les investisseurs sont les soldats. Les ordres d'achat et de vente sont les balles, chaque balle représentant un ordre différent. Le carnet d'ordre est le lieu où se déroule ce combat, le cœur du champ de bataille. Concernant l'armement, imaginez que chaque investisseur soit muni d'une super arme avec multiples canons pour y mettre des balles. Toutes les armes sont superposées en même temps sur ce champ de bataille. Chaque canon sur un niveau de prix, formant ainsi notre carnet d'ordre. Chaque investisseur peut charger ses munitions comme il le désire, sachant que seul le canon disposé sur le niveau de prix où la bataille fait rage est actif. Du côté des munitions, elles sont de deux types. Certaines déclenchent un tir immédiat, c'est l'exécution d'un ordre marché, et d'autres sont déclenchées de manière différée, ce sont les ordres à cours limité. Ainsi, il faudra charger son arme en connaissance de cause. Les ordres marchés sont nos balles vertes et rouges foncées. Elles passent automatiquement dans le canon supérieur lorsque le canon d'en face est vide. Elles changent donc de niveau de prix s'il n'y a plus de contrepartie en face. Les ordres à cours limité sont nos balles vertes et rouges claires. Elles restent toujours dans leur niveau de prix. Chaque investisseur va tirer le prix dans son sens, les acheteurs vers le haut et les vendeurs vers le bas. Chaque ordre est donc comme une balle tirée vers le camp adverse, qui devra réagir de la même manière s'il ne souhaite pas perdre la bataille. Chaque niveau de prix est une bataille à remporter, et pour remporter la guerre, il faudra remporter plusieurs batailles. Comme un plan de bataille, chaque camp, acheteur et vendeur, constitue son offre et sa demande. Les ordres à cours limité s'affichent. Les acheteurs émettent des ordres d'achat, indiquant la quantité qu'ils souhaitent acheter et le prix auquel ils sont prêts à acheter. De même, les vendeurs émettent des ordres de vente avec leur propre prix et quantité. C'est le pré-open du marché. Chaque investisseur place ses ordres. Nous voyons qu'à cet instant, la première offre disponible, le bid, est à 100 $, et la première demande, le ask, est à 99 $. Tous les investisseurs sont maintenant en place. C'est l'heure de l'open. Les acheteurs commencent l'assaut en envoyant une salve d'ordre au marché sur le premier niveau d'achat. Et la bataille financière fait rage. L'ordre de vente limite ayant un acheteur en face
va se déclencher automatiquement. Souvenez-vous notre vidéo sur les types d'ordres. Au déclenchement, il devient un ordre au marché. La bataille a toujours lieu sur le premier niveau de prix accessible, celui où il est possible d'acheter ou de vendre instantanément. Lorsqu'un ordre d'achat correspond à un ordre de vente, ils entrent en collision et une transaction est exécutée. À la collision, les deux balles se percutent et se neutralisent, et chacun des deux ordres disparaît tels deux bons soldats morts au fracas des armes. Les vendeurs veulent mieux défendre ce niveau et envoient deux ordres au marché qui sont des ordres prioritaires. En riposte, les acheteurs, hardis comme un taureau, placent 3 nouveaux ordres au marché. Le mécanisme se répète jusqu'à temps qu'une des lignes de prix, d'un côté ou de l'autre, se vide, signifiant qu'un des deux camps n'a plus de munitions sur ce niveau. Si la demande l'emporte, le nombre d'ordres d'achat dépasse le nombre d'ordres de vente, pour un même niveau de prix. La demande a été plus forte que l'offre. En d'autres termes, les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs à ce niveau, ou plutôt ils ont plus de munitions disponibles. Car souvenez-vous, on ne sait pas si une quantité de 1000 signifie que 1000 personnes ont un contrat, donc ici une munition, ou si une personne a 1000 contrats. Quoi qu'il en soit, les acheteurs sont les plus forts, alors qu'en face, il ne reste plus de munitions disponibles à la vente sur ce niveau de prix. Cette situation crée une pression à la hausse, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette concurrence entre les acheteurs est exacerbée. Ils se retrouvent en concurrence pour obtenir les mêmes titres au même prix, ce qui peut les inciter à payer plus cher pour pouvoir les obtenir. Cette concurrence entre les acheteurs fait ainsi monter les prix. Ensuite, autre raison, l'offre devient limitée. Comme il n'y a qu'un nombre limité de titres en vente, les acheteurs doivent accepter le prix demandé par les vendeurs. Cela crée une situation dans laquelle les vendeurs sont plus rares à posséder le titre et vont avoir tendance à le vendre plus cher. Enfin, troisième raison, la psychologie joue un rôle sur le marché. Lorsque le prix d'une action augmente, cela peut susciter davantage d'intérêt et d'engouement pour un titre. Les acheteurs, ne pouvant pas rentrer sur le marché, peuvent être incités à rentrer à un prix plus élevé. Et les traders pourraient, dans cette tendance à la hausse, voir une opportunité de réaliser des bénéfices, achetant eux aussi et attirant à nouveau encore plus d'acheteurs, attirés eux-mêmes par l'appât du gain. Et le cycle s'auto-entretient, formant un trend haussier. Des traders opportunistes veulent tenter d'acheter à un meilleur prix et positionnent des ordres limites à 100$, juste en dessous du premier achat disponible. La mécanique du carnet d'ordre a modifié le prix. Désormais, je peux acheter immédiatement à 101$ et vendre immédiatement à 100$. Maintenant, que se passe-t-il si l'offre l'emporte? Eh bien, le même raisonnement que nous venons de décrire s'applique, mais en sens inverse, et le prix du marché baisse. Voyons cela en exemple avec nos ordres munitions. Un acheteur envoie un nouvel ordre au marché au prix de 101 désormais. Les ordres limites, ayant maintenant une contrepartie, le premier d'entre eux est exécuté. À noter que l'ordre dans lequel les ordres limites sont exécutés suit le principe du premier arrivé, premier servi, pour des ordres au même prix. Cela signifie que les ordres limites, qui ont été soumis en premier, auront la priorité sur les ordres soumis ultérieurement au même prix. Seront donc déclenchées les premières balles sur la ligne de front. Les autres resteront en attente jusqu'à ce que des acheteurs se présentent à ce prix. Si le camp acheteur veut maintenir son niveau, il devra engager d'autres munitions. 2 ordres d'achat au marché sont lancés, mais dans le même temps, des vendeurs envoient 5 ordres de vente au marché. Les ordres au marché sont prioritaires sur les ordres limites. Les vendeurs remportent la bataille. Le camp acheteur repère le terrain gagné. L'ordre de vente à cours limité reste positionné à 101$, et les ordres au marché restants passeront automatiquement au niveau inférieur.
Les traders qui espéraient vendre à 101 $ sont finalement exécutés à 100 $. 2 ordres sont exécutés à 100 et le dernier descend encore d'un niveau. Mais que voyons-nous? Il y avait une balle dans le canon du niveau 99 et voilà qu'elle a disparu. Nous avons eu affaire à un déserteur. L'ordre d'achat à cours limité a été supprimé par un trader avant l'arrivée des troupes vendeuses. Il n'y a plus de demande sur ce niveau. Et le dernier ordre de vente au marché se lance automatiquement sur le champ de bataille au niveau suivant. Nous nous retrouvons donc sur un nouveau niveau de prix désormais. Dans l'espace, des ordres limites sont placés dans le carnet. Nous constatons que la mécanique du carnet d'ordre a à nouveau agi sur le prix du titre, à la baisse cette fois-ci. Il est désormais possible d'acheter immédiatement à 99 $ et de vendre à 98 $. Pour bien comprendre la bataille entre acheteurs et vendeurs, nous avons symbolisé les quantités d'offres et de demandes de chaque côté. Mais souvenez-vous, notre première vidéo, le carnet d'ordre observé n'indique pas la quantité d'ordres au marché. Pourtant, ils sont bien présents. Pour les voir, il faut tout simplement soustraire la quantité du nombre de contrats disponibles sur le premier niveau de prix d'achat ou de vente. Ici, 2 ordres envoyés à l'achat ne s'afficheront pas comme ceci, mais simplement en soustraction de la quantité de contrats vendeuses. C'est comme ça que nous savons que 2 transactions ont été réalisées. Mais peut-être avez-vous vu l'astuce. Comment savoir que c'est bien 2 transactions qui ont été réalisées et non 2 ordres de vente qui ont été retirés? Eh bien, prenons un exemple. 6 ordres limites sont placés à la vente sur le niveau des 101 $. Et le carnet d'ordre passe de 6 contrats à 4. Nous avons alors 2 possibilités. La première, nous la connaissons. 2 ordres au marché sont envoyés à l'achat et rencontrent leur contrepartie à la vente. La quantité vendeuse baisse de 6 à 4, car des ordres sont effectivement exécutés sur ce niveau. La seconde possibilité, 2 des 6 ordres de vente sont annulés par les traders. Ici, aucun ordre n'a été réellement exécuté. Il s'agit simplement d'ordres de vente qui ont été retirés. Pourtant, le carnet d'ordre passe aussi de 6 à 4 lots. Nous pourrions croire qu'il y a des acheteurs sur ce niveau alors que ce n'est pas le cas. Des traders pourraient ainsi manipuler le carnet d'ordre. Alors, comment savoir? Eh bien, on ne le peut pas tout à fait. Le volume de transactions totales peut nous donner une indication générale sur l'activité du marché. Si les quantités bougent sans aucun volume, nous saurions qu'une transaction n'a eu lieu. Mais le volume ne nous permettra pas nécessairement de distinguer si une quantité spécifique a été échangée en raison d'un ordre au marché ou d'un ordre limité retiré. Le volume de transaction représente simplement la somme totale des actions échangées sur un marché donné sur une période donnée. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les ordres spécifiques, il faudrait disposer d'un accès aux données individuelles des transactions, ce qui existe pour les professionnels, mais n'est pas généralement disponible pour les particuliers. Toutefois, il existe d'autres méthodes que les traders particuliers peuvent prendre en compte, comme l'analyse de la vitesse d'exécution ou encore l'analyse des volumes. Mais nous verrons cela ultérieurement. Nous avons détaillé la mécanique du carnet d'ordre. Dans la réalité, vous verrez cette mécanique se répéter rapidement et continuellement à mesure que de nouveaux ordres d'achat et de vente entrent en jeu. Regardons le carnet d'ordre du Nasdaq, l'indice tech américain. Le prix change en temps réel pour refléter les préférences changeantes des investisseurs. Ce prix d'équilibre est en constante évolution, car de nouveaux ordres entrent en jeu, modifiant la dynamique du champ de bataille. Cette dynamique crée des opportunités pour les traders qui tentent d'anticiper les mouvements futurs en observant de près l'évolution du carnet. Le carnet d'ordre est donc bien plus qu'une simple liste de prix. Il est le théâtre d'une lutte constante entre les forces de l'offre et celles de la demande, déterminant ainsi le prix d'un actif financier à un moment donné.
Ce mécanisme entraîne également un autre phénomène sur le prix. C'est ce qu'on appelle le spread. Sur le carnet d'ordre du Nasdaq, vous avez peut-être remarqué que quand il bouge, il y a souvent un écart de prix entre l'offre et la demande. Revoyons une séquence. Ici, l'écart est de 0,25, puis il devient de 0,5, puis à nouveau 0,25. Cet écart crée une différence de prix que les financiers nomment le spread. Et c'est un coût de transaction pour les investisseurs. Le spread est lié à plusieurs facteurs. Il peut être naturel, il peut être lié à la volatilité ou lié à la liquidité. Tout d'abord, il peut être lié à un phénomène de fluctuation naturelle des prix. Le spread n'est pas figé, il évolue constamment. Il peut se réduire ou s'élargir en fonction des ordres entrants et de la dynamique du marché. Par un biais naturel, le vendeur souhaite vendre le plus cher possible, alors que l'acheteur souhaite lui acheter le moins cher possible. Cela peut créer quelques trous dans la cotation, et c'est ce qu'on a vu dans les carnets d'ordre. Reprenons le chargeur de notre arme à multiples canons, et voyons un exemple pour illustrer comment le spread peut fluctuer en fonction des ordres entrants. Prenons une situation initiale. À ce stade, le spread initial est de 2 $, car les acheteurs sont prêts à acheter à 99, tandis que les vendeurs en demandent 101. Soudainement, plusieurs nouveaux ordres d'achat sont introduits dans le carnet d'ordre à des prix légèrement plus élevés, par exemple à 100 $. Cela signifie que de nouveaux acheteurs sont prêts à acheter à 100 $. Les vendeurs d'origine, qui ont demandé 101, voient ces nouveaux ordres d'achat à 100 et décident de baisser leur prix pour vendre rapidement. Ils ajustent leur offre à 100 $ pour s'aligner sur les nouvelles intentions d'achat, et ainsi des transactions s'effectuent sur ce nouveau niveau de prix. Ainsi, une nouvelle situation apparaît. Nous voyons que suite à ces nouvelles entrées d'ordre, le spread initial de 2 $ a été réduit. On dit que le spread est étroit. A l'inverse, il peut s'élargir. C'est souvent le cas en période de volatilité ou quand la liquidité se raréfie. Commençons par la volatilité. La volatilité désigne la variation des prix d'un actif sur une période donnée. L'amplitude peut être forte, les cours bougent beaucoup, ou faible, et les cours bougent peu. Dans un marché volatile, les investisseurs sont souvent plus incertains quant à la valeur réelle d'un actif. C'est ce qui explique que son prix bouge vite, car on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Il n'y a pas de consensus sur le prix. Plus la volatilité est élevée, plus les prix fluctuent rapidement, créant ainsi un impact sur le spread. Cela entraîne des écarts de prix plus importants entre offre et demande, et donc potentiellement des sauts dans le carnet d'ordre. La volatilité peut être causée par divers facteurs, tels que des annonces économiques importantes, des événements géopolitiques ou des résultats d'entreprise. Prenons un exemple lorsqu'une annonce économique majeure est publiée. Supposons qu'un titre se négocie à 100 $ et que le spread naturel entre l'offre et la demande est généralement de 1 $. Cependant, lorsque l'annonce économique majeure est publiée, la volatilité du marché augmente et les prix commencent à fluctuer rapidement. En conséquence, le spread peut s'élargir, par exemple à 2 ou 3 $. Cela signifie que les acheteurs sont prêts à acheter l'action à 102 ou 103 $ et que les vendeurs sont prêts à vendre à 98 ou 99 $. Alors, pourquoi il se passe ce phénomène? Tout d'abord, les investisseurs sont plus incertains quant à la direction que prendra le marché.
Ils vont donc émettre des ordres à des prix plus éloignés pour tenir compte de cette incertitude. Ensuite, la volatilité augmente le risque sur les marchés. Et les investisseurs vont avoir tendance à exiger une prime de risque pour acheter ou vendre un actif. Cela se traduit concrètement par un écart de prix entre ce que je veux payer et ce que je veux vendre, et donc un spread plus important, ce que l'on appelle un spread large. Enfin, lors d'une période de volatilité, les mouvements de prix peuvent être très rapides, et les traders vont chercher à se protéger contre ces mouvements. Ils vont donc placer des ordres limites plus éloignés du prix actuel du marché, ce qui contribue à un élargissement du spread. Outre la volatilité, la liquidité est un autre facteur qui peut influencer le spread. La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un actif financier peut être acheté ou vendu sans affecter significativement son prix. Dans un marché liquide, je peux facilement acheter à 100 et revendre proche de ce prix sans attendre. Le carnet d'ordre contient donc une grande quantité d'acheteurs et de vendeurs qui, mis en concurrence de par leur nombre, entraînent un écart faible entre le prix d'achat et le prix de vente. Cependant, lorsque la liquidité diminue, le spread a tendance à s'élargir, et nous allons voir pourquoi. Quand vous voyez un graphique de ce genre, c'est tout simplement le signe d'un carnet d'ordre qui manque de liquidité. Il y a trop peu d'échanges pour animer le marché. La mécanique du carnet d'ordre est peu huilée, les armes se grippent et les transactions se font rares. Regardez par rapport à un titre qui a de gros volumes d'échanges. Cela n'a rien à voir. La faible liquidité peut être liée à une faible attractivité du titre, par exemple une action qui serait très peu échangée, mais aussi à des conditions de marché qui changent. Par exemple, en raison de la fermeture imminente de la bourse, la liquidité diminue car de nombreux participants quittent le marché. Le marché pourra même être totalement bloqué sur certaines bougies, car aucune transaction n'a lieu. Nous aurons un carnet d'ordre qui pourrait ressembler à ceci. Voyez-le comme trop peu de munitions pour mener une bataille, donc les deux camps ne font rien. En conséquence, le spread s'élargit. Notre bidasque indique ici 99,102 avec un spread de 3. Un ordre marché serait exécuté à l'achat à 102 et à la vente à 99. Vous voyez que sur un titre peu liquide, si vous achetez au marché à 102 et que vous changez d'avis, que vous voulez revendre tout de suite, vous perdrez le spread de 3 €, ce qui fait cher le coût de transaction, notamment si vous multipliez les ordres. C'est pourquoi il est important de regarder un carnet d'ordre avant de passer une transaction, afin d'adapter notre type d'ordre par rapport à la structure du carnet. Si vous êtes intéressé par un titre en particulier, vous connaissez bien une entreprise, vous avez entendu parler d'une rumeur, ou tout simplement, vous croyez dans le développement du business de l'entreprise, mais que votre broker ne vous propose pas de carnet, alors vous pouvez consulter les carnets d'ordre sur le site de Boursorama. Sur le site Allez dans Bourse, cherchez l'action qui vous intéresse, et vous aurez accès au carnet d'ordre en temps différé. Il est construit un petit peu différemment de ce que nous avons vu, mais c'est le même principe. Vous avez les achats à gauche, les ventes à droite, et les quantités pour chacune. On voit ici que le spread est étroit, car l'action est cotée au CAC 40 et est très liquide. Il est de 0,04, le premier achat peut se faire à 163,68 € et la première vente à 63,64 €. En résumé, nous avons vu que la mécanique du prix influe aussi sur le spread. La volatilité et la liquidité sont notamment deux facteurs clés. Les périodes de volatilité accrue et de liquidité réduite ont tendance à élargir le spread, tandis que les périodes de stabilité des prix et de liquidité élevée ont tendance à le resserrer. Les traders professionnels surveillent de près le carnet d'ordre pour repérer les variations du spread, car il est possible de monter des stratégies à partir de cette analyse. Maintenant que vous comprenez les forces en présence et la mécanique du carnet d'ordre, voyons comment les traders utilisent parfois cette mécanique complexe à leur avantage à travers l'usage de techniques particulières de manipulation. A tout de suite pour la partie 3.
Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.